Bonjour à tous, qui n'êtes pas pour l'instant pas très nombreux parce qu'on vient de commencer la vidéo, donc on va attendre qu'il y ait un peu de monde avant de faire les présentations. Donc vous pouvez nous rejoindre, dès à présent sur la page de Noir d'Absinthe. La vidéo sera remise sur la page et pourra être accessible en replay, donc aussi longtemps que vous voudrez. Donc on n'a toujours pas grand monde, on a une personne qui nous voit, je ne sais pas qui c'est. Vous pouvez laisser vos... Vous pouvez mettre des commentaires directement sous la vidéo. On essaiera de les voir en temps réel pour pouvoir répondre à vos questions. Et de toute façon, comme c'est une interview, j'aurai des questions à moi aussi. On a 5 personnes. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer plus sérieusement. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous rejoindre avec Louise pour une interview consacrée à son roman qui est paru aux éditions Noir d'Absinthe. Bonjour Xavier, un petit coucou. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins d'un mois, c'était le 14 mars, juste avant le Salon du Livre de Paris. Oui, tout à fait. Donc Louise est autrice chez nous, elle a publié son premier roman, enfin elle a republié son premier roman, Vers de lire. J'espère qu'avec la caméra vous voyez bien à l'endroit et pas marqué à l'envers, sinon c'est toujours un peu ridicule quand on voit ça sur les vidéos. J'arrive pas à lire, donc Vers de lire. Ça me semble pas bon. On va y arriver. On va y arriver. Un livre qu'elle avait déjà publié en auto-édition, c'était quand? C'était en septembre? C'était en septembre, c'est ça. En septembre 2018. Bonsoir Katia. Donc Vers de lire que moi j'avais découvert à l'occasion du salon Les Aliénales, où Louise me l'avait présenté comme ça. Voilà, et j'avais lu ce roman qui m'avait beaucoup plu. Et on a décidé avec... bonjour Marine. Coucou. On avait décidé avec Louise de republier Vers de lire aux éditions Noir d'Absinthe. Donc on a fait tout le travail éditorial dessus, donc on a travaillé ensemble avec la graphiste, avec Anne, notre correctrice attitrée, pour donner une nouvelle chance avec la Maison Noire d'Absinthe. Et puis comme ça se passait très bien sur le plan relationnel, c'était doublement intéressant. Absolument. Donc, voilà. Oula, on a quelques commentaires quand même. Oui, à l'endroit, parfait. Bonjour Agnès, on est aussi ravis de faire ta connaissance. Enchantée Agnès. Je me rappelle. Et puis avec ton livre. Oui, parce que les dédicaces, maintenant tu t'en souviens. Oui, tout à fait. Je me souviens bien de toi, oui. Je te l'avais envoyé. Bon, on a déjà 10 personnes, ça commence à faire... C'est pas encore Drucker, mais... Tu me mets grave la pression, là. Mais ça, ce sera pour dimanche matin, c'est ça? Ah bon. Je crois qu'on n'en est pas encore là, tout à fait, mais à mon avis... Plusieurs connexions. Bon, on a perdu la connexion une petite seconde, mais ouais. C'est très bien. Normalement, c'est bon, je suis sur la fibre depuis ce matin, donc espérons que ça me... Passons les doigts. Donc, on va commencer par les questions. Et puis, si vous avez des questions, comme je l'ai dit, au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous les mettre sur le sujet qu'on est en train d'aborder. On essaiera d'y répondre au fil de la discussion, à moins que ce soit une question qui soit prévue pour après. Ça peut arriver. N'hésitez pas. Donc Louise, merci d'être venue, merci de présenter ton roman. Je te mets dans les mains. Bien sûr, merci. Avec grand plaisir. TDHA. Oups. 1, 2, 1, 2. Voilà, oui, merci à toi, Mathieu, et merci à vous tous d'être là. Ça fait très plaisir d'être ici pour parler de mon roman, Vers de lire. Voilà, roman fantastique. Qui plus est. Alors, justement, en parlant de lui, comment en es-tu venu à l'écrire? Alors, c'est un peu diffus parce qu'en fait, c'est un livre qui est inspiré de beaucoup de lectures, beaucoup de rêveries
beaucoup de promenades aussi, sur fond musical notamment, parce que j'aime beaucoup m'inspirer aussi de musique pour imaginer des scènes. Voilà, j'aime beaucoup, comment dire, être dans un état contemplatif. Voilà, donc je prends beaucoup de temps pour ça. Et notamment, toutes les ambiances en fait, du roman sont comment dire, créées voilà, à partir d'errance dans la nature, dans la forêt. Voilà. Et ça a commencé quand tu as mis combien de temps à écrire ce roman? J'ai mis 4 ans et demi à l'écrire en fait. Donc ça a été assez long comme création. Mais j'avais déjà une scène en tête en fait qui me poursuivait depuis un petit moment et j'imaginais une espèce de créature, comment dire, mi-arbre, mi-homme en fait, qui avait un air assez menaçant et qui, comment dire, avançait d'un pas un peu, comment dire, un peu hâtif comme ça dans les bois, dans des bois sombres. Et un contexte tout autour en fait. Et l'histoire est venue par bribes petit à petit en fait. Voilà, donc j'ai ramené des choses que j'avais mises au début, plutôt au milieu ou à la fin. Ça a été un peu chaotique au début comme création. Petit à petit, le roman s'est fait lui-même, quoi, comme une espèce de créature dont j'ai recousu les membres dans des ordres. Voilà. Ah, je regarde, on n'a pas encore de questions. Alors, on va revenir à un thème qui t'est cher. Alors, tu es passionné de fantastique, oui. Aussi bien en littérature qu'au cinéma. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans ce genre? Le côté très très sombre déjà du fantastique, parce que j'aime beaucoup les histoires de vampires, de fantômes, voilà, de monstres. En soi, le monstre est un personnage qui m'attire énormément. Et comment dire, j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit un genre en fait qui n'exclut rien du tout. Donc en fait, on peut parler de n'importe quoi dans le fantastique. Ça peut être tout à fait même relié au réel. C'est un genre qui parle beaucoup du réel, à travers nos peurs, à travers nos hantises personnelles, des choses pas toujours très très drôles qui se passent dans la vie de chacun, la solitude, le deuil, mais aussi le rêve. Ça peut être lié à des choses très très belles. Et le fantastique a aussi cet art de changer des choses terribles, sombres, pas toujours très marrantes en fait, en poésie, en beauté. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le fantastique, notamment. Voilà. J'aime beaucoup des auteurs comme Anne Rice. Tentative de reconnexion. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'on voit plusieurs fois tentative de reconnexion. Peut-être se rapprocher, je ne sais pas. Mais... Si, Alors, on a Katia qui nous dit qu'elle a beaucoup aimé l'univers et l'écriture. Bah, merci beaucoup, Katia. Merci Katia. Et Maria qui commente sur ma chemise à carreaux. Encore de bouche, oui. Très belle chemise à carreaux. Salut Sarah, salut Léa. Léa, ça bug un peu chez toi. Ouais, non, ça doit être chez nous que ça bug un petit peu. Désolée pour le bug. Peut-être qu'il y a des passages qui ont sauté, je ne sais pas. On a des petits soucis techniques, mais alors, on n'a pas l'équipe pour y résoudre. Non, malheureusement, c'est pas encore le cas. Orange connexion pour. Ok. Alors, oulala, on commence à voir. Alors, quelles ont été tes inspirations, Sarah te demande? Alors, mes inspirations, notamment, j'en parlais il y a 2 petites minutes, mais j'aime beaucoup des auteurs comme Anne Rice, qui, comme on disait juste à l'instant, a fait énormément pour la figure du vampire, dans son aspect romantique et mélancolique. J'aime beaucoup aussi des auteurs comme Pierre Dubois, qui a fait aussi beaucoup pour l'univers des fées, des lutins, des elfes, et qui d'ailleurs a écrit des choses aussi assez sombres hein, sur ces figures-là. Quand j'étais petite, je lisais énormément, je l'ai lu et relu dans tous les sens d'ailleurs, l'encyclopédie des fées, qui parlait aussi beaucoup de dames blanches, d'esprits inquiétants comme ça, et pas toujours très très bienveillants. Et de qui est-ce que je pourrais parler? J'aime beaucoup aussi Joyce Carol Oates, qui est une auteure américaine. Alors, on a eu quelques petits soucis de connexion. Donc voilà. Mais on est revenu. Hein, forcément, c'est toujours dans les moments où il y a un direct que la connexion ne marche pas. Donc là, on est passé sur un autre Wi-Fi. On va voir si ça fonctionne bien. Passons les doigts. Donc tu nous parlais de tes influences. Alors, on va juste attendre que les participants reviennent. Pour l'instant, on a Marine. Est-ce que Marine, tu nous vois bien? Est-ce que ça ressemble à quelque chose cette fois-ci? Est-ce que tu nous entends bien?
Florence, ne nous fais pas fuir à nouveau, s'il te plaît. On n'a pas peur de toi, Florence, t'inquiète pas, tout va bien. Tu peux rester. Tu peux rester. Oui. Ça commence à arriver. Ah là là. On vous attend, vous inquiétez pas. Oui, rebonjour. Installez-vous. Rebonjour. C'est bon, je pense que ça devrait... Ça a l'air mieux fonctionner. Bon, bah, vive la fille. Louise, tu es canon, te dit Marine. Faut pas nous dire ça en live. On va la perdre. Merci Marine, c'est gentil. Reléa, bon, c'est bon. On est là. Ça commence. On récupère un peu de monde. Donc, du coup, tu nous parlais de tes influences juste avant que ça coupe. Et c'était d'ailleurs la question que j'avais à te poser juste après. Donc, c'était parfait. Bon, on va y revenir. Alors, je vais reprendre ce que je disais. Est-ce que vous avez entendu ce que Louise disait sur ses influences, justement? Ah, je ne sais pas si... Sinon, il faut que tu reprennes. Bon, bah écoutez, au cas où les absents n'auraient pas entendu, ou s'il y a eu un problème de connexion. Donc mes influences, oui, je suis fortement influencée par des gens comme Anne Rice, comme je disais, qui a fait énormément de bien aux vampires dans son aspect romantique, mélancolique. Et j'aime beaucoup aussi Pierre Dubois, qui est un grand monsieur, qui a beaucoup écrit sur les fées, sur les lutins, les elfes. Et je lisais beaucoup, en fait, les encyclopédies qu'il avait écrit dans les années 90, en fait. Donc, ça a principalement nourri mon imaginaire. Et j'aime également aussi beaucoup Joyce Carol Oates, qui est un auteur que je dévore et qui est très prolifique et qui est assez, comment dire, réaliste dans ses inspirations. Oui, là on sort un peu du fantastique avec... oui, là on sort un petit peu du fantastique, voilà. Mais elle a, comment dire, des ambiances assez sombres, assez crues. Elle parlait de comment dire, de thèmes très très divers, très cauchemardesques aussi d'ailleurs. Voilà, donc ça y est, je crois que Donc ça a l'air de fonctionner. Ça marche. Continue. La voix, je ne trouvais plus, on est revenu, Anne Rice. On est d'accord, ça buguait. Ouais, ça a l'air de fonctionner mieux là. On se perd dans les commentaires, on en a trop. Mais continue quand même. Hein. On vous dira, c'est promis. Juste après. Alors, moi j'ai une autre question, en attendant les vôtres. Dans Vers de lierre, tu abordes des thématiques féministes, oui. Notamment par la figure de la sorcière. Oui. Alors, qu'est-ce que cela représente pour toi? La sorcière, c'est une très très belle figure, je trouve, de l'imaginaire. Déjà, pourquoi? Parce que c'est un personnage féminin qui a été diabolisé pendant des siècles, avec toute l'histoire qu'on lui connaît, mais c'est aussi un personnage fort et indépendant, déjà, qui ne se définit absolument pas par rapport à un homme qui donc, possède des pouvoirs, par définition, inspiré par le diable, mais par ce côté justement diabolique que lui imposent en fait les hommes. Elle en est forcément très très sympathique, je trouve, parce qu'on la marginalise beaucoup, alors qu'à la base c'est un personnage qui a une science très très vaste des plantes, voilà, qui parle aux arbres, qui vit en fonction de la nature, et c'est un personnage très fort aussi parce qu'elle est justement très très liée à la nature, quoi. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'exploiter, un personnage qui me tient à cœur depuis que je suis petite en fait. Et j'ai toujours aimé les histoires de sorcières. Ça a commencé, je pense, avec Roald Dahl et son livre Sacrée sorcière. J'ai dû le lire des dizaines et des dizaines de fois, même si elles sont représentées effectivement de manière plutôt négative, mais et terrifiante. Et ça a fortement influencé effectivement ma vision, quoi. Voilà. Oui, parce que dans ton texte, la nature est très présente. Oui. Et mine de rien, la sorcière, c'est un peu l'héritière aussi de la prêtresse antique. Voilà, on est en plein dans le côté, l'héritier du druidisme qui a été diabolisé, non seulement par l'Antiquité déjà, avant même le christianisme, et on a une opposition assez marquée dans ton livre entre cette nature, cette déesse cette déesse au sens large que perçoit notamment des personnages, et le dieu des hommes qui est plutôt reflété dans ton livre. C'est un thème qu'on retrouve beaucoup, et on retrouve ça avec ta plume aussi, qui a ce côté toujours sur la métaphore du végétal. Le titre même, Vers de lierre, on est sur ce végétal, sur cette nature aussi atavique, originelle, en opposition avec la civilisation et avec plus le côté masculin. Oui, tout à fait. J'avais envie vraiment de parler d'un personnage qui est complètement rejeté par la société,
qui ne souffre absolument pas la religion, en fait, qu'on lui impose, parce qu'elle ne s'y reconnaît absolument pas. Et c'est un personnage qui est elle-même très très bien nature. C'est une jeune fille issue de la campagne, très naïve, et qui en fait va complètement perdre pied dans cette société-là et qui va s'en défaire très très vite. Et ça va donner lieu effectivement à une rencontre d'ordre fantastique. Donc je ne vous en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas lu, mais voilà. Je vais défiler un peu les questions. Ok, on ne dit plus rien. Vive les sorcières. T'as Hélaïs qui te demande quand as-tu commencé à écrire? Ah, alors à écrire tout court, en tout cas, ça doit remonter à mes 6 ou 7 ans, parce que j'écrivais beaucoup. Je passais des fois des après-midi entiers, en fait, toute seule à dessiner, à imaginer des histoires. J'aimais beaucoup me raconter des histoires. Voilà, donc même avec mes petites copines de l'école, voilà, on passait notre temps à s'imaginer des choses, on inventait des personnages, on les jouait, tout ça. Donc ça a commencé là, je pense. Et puis j'ai eu envie d'écrire très très vite, en fait. Donc à l'école, dès qu'il y avait des sujets, effectivement, des sujets d'invention, bah alors là, j'y plongeais littéralement. Donc voilà, et donc ça s'est imposé très très tôt. Ouais. Voilà. Tu as une question complémentaire de Marine, si tu as écrit d'autres textes avant Verdelière. Donc, visiblement, oui, vu que tu n'as pas commencé à 7 ans. Oui, j'en ai écrit pas mal. Bon, il y avait pas mal d'histoires inachevées, hein, des idées de ci, de là, quoi. Mais Verdelière est vraiment le livre en fait, que j'avais envie d'écrire, de peaufiner, d'étoffer, et puis d'y mettre énormément de choses personnelles. Donc, la question du féminisme plus haut que tu abordais, le thème de la sorcière, voilà. J'avais vraiment envie de parler de ce qui m'inspirait, de ce qui me faisait vibrer littéralement, quoi. Donc, la nature, le rêve, voilà, le côté mélancolique, voilà. C'est pas pour rien que c'est dans la connexion Oniria, hein, justement sur Oui. ce côté un peu en dehors du... C'est même pas forcément du fantastique, mais du réel. En dehors vraiment de cet onirisme, et qui est retranscrit dans ton livre à merveille. Il y a Aline qui dit qu'elle a hâte de découvrir cette sorcière, que c'est alléchant. Merci, il y a Émilie qui profite d'une faille spatio-temporelle. Émilie est l'ASF. Oui, c'est un petit peu une faille. Florence, on répond à ta question tout à l'heure, parce que c'est prévu. Tu as Lise qui te demande où est-ce que tu as grandi, est-ce que ça a une influence sur ton écriture et tes inspirations? Oui, c'est une très très bonne question, Hélaïs. Oui, c'est vrai que j'ai grandi dans le Finistère en Bretagne, et donc c'est déjà une région qui porte énormément dans son cœur toutes les légendes, voilà, qu'on connaît, celtes, qui sont déjà très très sombres de base. Donc quand on pense à la légende de l'Ankou, c'est quand même relativement sombre. Et on a cette culture-là en Bretagne, effectivement, de raconter des histoires de fantômes, des choses assez finalement païennes aussi, qui tournent autour de... Tu parlais de la figure du druide tout à l'heure, mais on est vraiment imprégné de ce sentiment-là, de nature, voilà. Et je pense que oui, ça a beaucoup joué, oui. Ça a beaucoup joué. J'espère que j'ai répondu à ta question, Hélaïs. Alors, c'est Maria qui a fait une thèse sur la dystopie environnementale, donc l'aspect du visuel lui parle. Est-ce que tu t'es inspiré de livres ou d'endroits à ce niveau en particulier? Alors, principalement, en fait, ce qui m'a toujours inspiré, ce sont les forêts, les promenades en forêt. Et j'aimais beaucoup aussi, justement, pour parler des plantes plus précisément, le lierre en lui-même, parce que j'ai toujours trouvé que c'était une plante très vampirique, en fait. À ce côté, les entrelacements un peu partout, le fait de s'infiltrer même à travers la pierre, très patiemment. J'aimais beaucoup cet aspect-là de la plante, en fait, qui est très très fort, qui est magnifique également. Et j'avais envie vraiment d'exploiter cette figure-là, la figure du vampire, pardon, avec de la filière à la plante du lierre. Voilà. Est-ce qu'il se ressent vraiment tout le long du texte, hein, parce que même les images sont vraiment dans le végétal. Alors c'est facile de dire ça, on lira un petit extrait tout à l'heure. Oui, je lirai un petit extrait tout à l'heure. Mais ça se ressent vraiment à chaque niveau du livre. C'est vraiment un écrin végétal dans lequel tu as placé ton histoire, qui parle vraiment de cette nature et de l'homme et la femme dans cette nature. Ouais. Alors, bonjour Hélène. Alors, salut Hélène. J'ai le temps de poser une question. Est-ce que tu peux nous parler de tes rituels d'écriture? Comment est-ce que ça se passe, une séance d'écriture? Alors,
quand je suis en pleine séance d'écriture, on va dire que je suis complètement coupée du monde extérieur, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me mette dans une bulle de musique. Je parlais tout à l'heure d'un sentiment, comment dire, d'un état de contemplation. Et j'aime vraiment, vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, rien d'autre que de la musique. Je suis dans une espèce voilà, de petit monde. Voilà. J'essaie de me centrer sur mon intériorité, de visualiser, de mettre sur papier ce que je ressens aussi beaucoup, parce que j'ai une écriture qui se fonde beaucoup sur l'émotionnel, de ce que je ressens, voilà, quand je me promène dans un lieu qui me semble beau, magnifique, voilà. Et j'aime beaucoup prendre appui en fait sur ce que je ressens dans ces moments-là, quoi. Parce que je suis quelqu'un qui rêve aussi énormément. Et ça se ressent pas du tout, je pense d'ailleurs. Voilà, et je me base principalement là-dessus. Donc, j'estime que c'est un rituel d'écriture. La musique, très très importante. Oui. Alors, est-ce que tu écoutais quelque chose en particulier quand tu as écrit ce... Oui. Bon, sur 4 ans, j'imagine que tu en écoutais pas mal, mais... Pas mal, oui. Bah, j'aime beaucoup tout ce qui est musique, comme Dead Can Dance notamment, ou Daimonia Nymphe, qui est un groupe en fait grec qui reprend des instruments de l'Antiquité et qui fait de la musique très païenne avec des tambours, des flûtes. Voilà. Et c'est magnifique. Donc voilà, ça m'a principalement beaucoup aidé en fait pour les scènes qui se passent dans la nature. Voilà. Inspiration mythologique aussi. Voilà. Parce que tu as aussi une inspiration mythologique grecque dans ce que tu écris. Oui, très forte, oui. Voilà. On parlait de l'écriture tout à l'heure, mais je n'ai pas encore mentionné les métamorphoses d'Ovide. Et quand j'étais petite, je les connaissais de manière plus ou moins morcelée en fait. Donc, par exemple, voilà, la légende d'Orphée, Eurydice aux enfers, voilà, les métamorphoses du dieu de Zeus, des nymphes en laurier, en fleuve. Je trouvais ça magnifique déjà quand j'étais petite et ça m'a beaucoup marqué. Et j'avais vraiment envie aussi de reprendre ça. Voilà, cette thématique que je trouve très très belle en fait, que le corps humain n'a pas de limite et devient autre chose. Voilà, je trouvais ça très très poétique et j'avais envie de rester sur cette ligne-là. Et du coup, tu écris plutôt sur carnet aussi? Oui, oui, énormément. Et dans les lieux que tu visites, ou chez toi, les deux? Alors oui, il m'arrive effectivement d'écrire en pleine nature aussi, chez moi aussi. Mais si c'est en nature, par contre, voilà, il faut que je sois vraiment dans une ambiance très très calme, uniquement entourée de bruits d'oiseaux ou de feuillage qui dansent dans le vent. Voilà. C'est assez simple en fait comme rituel d'écriture. Alors, je regarde si on a d'autres questions entre temps. Hop. Alors oui, on en a eu. Dans quelles conditions écris-tu? Musique dans un bar-café? Sarah, je pense qu'on a répondu. J'espère avoir répondu à tes questions. T'as Florence qui te demande si tu as été aidée par tes proches, des soutiens dans les recherches que tu as pu faire. Alors, pour mes proches, pas spécialement, mais par contre, j'en discutais beaucoup avec eux, effectivement, de ce qu'ils pensaient de cette espèce de personnage que je voulais, comment dire, élaborer, qui est le ver de lierre, justement. Mais ce qui m'a le plus demandé de recherche, finalement, c'est... parce qu'en fait, il y a une partie du roman qui se passe au 19e siècle, et sans trop vous spoiler, en fait, l'héroïne va subir une espèce d'intervention chirurgicale assez barbare. Voilà. Et je me suis pas mal renseignée là-dessus, sur comment ça se passait, sur le traitement de l'hystérie féminine, notamment aussi, dans les hôpitaux et asiles de l'époque. Et voilà, donc j'avais aussi... C'est ce qui m'a demandé le plus de recherche, finalement. Et puis, certainement aussi dans le Nord, puisque ça se passe principalement dans le Nord de la France. L'intrigue première, du moins. Voilà. Alors, on n'en dit pas beaucoup plus, parce qu'après, ça risque effectivement de spoiler. Alors, donc, Léa qui demande des inspirations musicales, je pense qu'on a répondu. Elle demande le nom du second groupe, c'est Daimonia Nymphe. Daimonia Nymphe, voilà. Et qui est vraiment... Bah, moi, je me l'avais conseillé quand je le lisais, donc j'ai lu le roman en écoutant ce groupe, et c'est vraiment très chouette. On mettra peut-être le lien dans les commentaires une fois qu'on postera la vidéo. Et Aline qui dit que Dead Can Dance, elle adore. Ah là là, bienvenue au club. C'est un groupe magistral. Ah, voilà. Alors, on va passer on va quitter un peu Ver de lierre quelques instants pour parler des autres projets que tu peux avoir en ce moment. Donc ça, c'était une question de Florence aussi tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a gardé. Pas de problème. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ou deux sans trop en dire non plus? Bien.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, j'ai écrit en fait, avec mon compagnon Laurent Casugal, qui fait également des peintures, qui est artiste, un petit livre pour enfants. Donc, ce sera mon deuxième en ce qui me concerne et son premier. Et ce sera voilà, une histoire de prince soumis à une malédiction. Donc, ça, c'est un projet jeunesse qui est en cours. Et j'en ai un deuxième pour adultes, donc un roman. Et ça traitera encore une fois de vampires, mais dans une veine un peu plus traditionnelle. Là, vraiment, un vampire romantique, très décadent aussi, et tout à fait insupportable. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Voilà. On est très loin de la littérature Big Lit ou urban fantasy, on est vraiment dans le fantastique, Oui. dans le fantastique pur, Oui. et dans la veine, c'est Anne Rice, cela, Ah oui, complètement. Là, on est dans ses influences, et avant, au 19e siècle aussi. Voilà. Voilà. C'est tout à fait ça. J'aime beaucoup les textes d'auteurs romantiques comme Théophile Gautier, voilà, Hoffmann, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas aussi. C'est des auteurs voilà, que j'adore et qui m'ont aussi beaucoup inspiré dans cette figure du vampire, tout comme Anne Rice. Voilà. Alors, hop. Alors, on arrive au moment le plus intéressant, je pense. Est-ce que tu nous lirais un passage de ton roman? Je ne sais pas, faut que je... Je vais vous lire un passage qui se passe au Moyen-Âge, en fait. Et je ne sais pas trop si je peux le résumer ou si je commence directement. Je pense que tu peux. Il est suffisamment clair pour moi, je pense, pour que tu puisses. Il met dans l'ambiance du roman, sans en dire trop non plus. Très bien. D'accord, très bien. Bon, mais ouvrez vos oreilles, l'histoire commence. Florelis, ou la dame fanée, légende du village de Mondrienne. Tant la demoiselle aima que de passion, elle s'assécha. Chapitre 1. Notre histoire débute en l'an 1152. Une douce jeune fille vivait heureuse et aimée de ses deux parents, le comte et la comtesse de Mondrienne. Enfant, Mélisande aimait à passer le plus clair de son temps dans les jardins du château, à apprendre le nom des fleurs et à respirer leur parfum. Son amour de la nature lui valait le charmant surnom de Florelis, également dû à sa beauté innocente. Elle avait le teint frais d'Ulysse, un regard couleur de bleuet et une chevelure au roux flamboyant. Son humeur était constamment joyeuse et faisait la joie de sa famille, qui attendait avec impatience le jour où elle fleurirait et où les prétendants afflueraient pour prétendre à sa main. Mélisande ne s'intéressait guère à ces considérations, dont elle ne mesurait pas encore l'importance, mais qu'elle finirait bien un jour par considérer avec le sérieux dû à son rang, pensaient ses parents. À l'aube de ses 15 ans, le sujet fut abordé de plus en plus souvent au cours des conversations, sans la moindre réaction encourageante de sa part. Soit elle changeait de sujet en riant, soit elle demandait à descendre au jardin, ce qui avait le don d'irriter son père. Le moment vint cependant où la jeune fille ne parvint plus à esquiver les allusions au mariage. Un soir, au beau milieu du dîner, son père explosa et l'accusa d'ingratitude. Après tout l'amour qu'il lui avait donné, elle leur devait au moins respect et obéissance. Pourquoi n'acceptait-elle de recevoir aucun prétendant alors que plusieurs réclamaient son attention depuis des mois? Il est grand temps d'ailleurs, ajouta monsieur le comte devant les domestiques, de cesser ces enfantillages en vous vêtant convenablement. À partir de demain, vous ne porterez plus ces couronnes de fleurs ridicules, bonnes pour les fillettes. Souhaitez-vous me faire honte devant toute la cour? On murmure déjà que vous êtes capricieuse et que vous n'en faites qu'à votre tête. Mélisande s'enferma dans un silence contrarié pendant quelques minutes, avant de promettre à son père qu'elle réfléchirait à ses propos, s'il lui accordait une dernière flânerie dans les jardins. Lorsqu'elle en eut la permission et qu'elle eut quitté la salle, le comte radouci se tourna vers son épouse, qui n'avait pas soufflé mot depuis le début du dialogue, et lui dit « Vraiment, mamie, vous devriez imposer avec plus de fermeté votre discours sur les devoirs d'une demoiselle. Notre fille a été bien trop gâtée. Si vous ne parvenez pas à la rendre plus docile, ce sera moi qui me chargerai de lui trouver un mari, et personne n'y trouvera à redire. » Ce à quoi la comtesse acquiesça avec soumission, et jura qu'elle ferait son possible pour faire entendre raison à leur enfant. Une fois à l'air libre, Mélisande s'enfonça à pas rapides au cœur des buissons du jardin. Elle suffoquait et dut attendre quelques minutes avant de retrouver son souffle. Elle brûlait d'envie d'arracher ce damné corset qui lui comprimait les côtes. Sans s'arrêter, elle fonça tête baissée sous les arbres qui peuplaient une partie du jardin. Elle passa sous une arche faite de glycine et tomba enfin à genoux, là où personne ne la verrait. Son temple secret, celui où elle se réfugiait, petite fille. Un abri dissimulé au regard et drapé par le feuillage ruisselant d'un saule pleureur.
Face à cet écrin de verdure, sanctifié par les rêveries enfantines, un mur couvert de lierre qu'elle aimait voir changer au fil des saisons. Maître Chagrin surgit sans tarder de la porte de son âme et laissa couler ses larmes, la soulagea. Ce triste cire lui fit dire des prières comme jamais elle n'en avait prononcé en sa brève existence, des mots désespérés, échevelés, et pleins de cette incompréhension pour les lois qui régissent notre monde. La lune montait doucement dans le ciel pendant que Mélisande murmurait « Je vous en prie, Seigneur, si vous daignez entendre mes humbles supplications. Ne me faites point marier. Oubliez ma destinée au profit d'une plus intéressante. Je ne mérite pas votre attention. Je ne désire que de continuer à jouir de votre œuvre, qu'elle soit fleur ou rayon de soleil. » Sa naïveté émut-elle quelque esprit régnant en ces lieux sylvestres? Dieu y fut-il pour quelque chose? La frêle demoiselle se fit-elle entendre d'une fée qui passait à cet instant, cueillir les derniers rayons de lumière? Toujours est-il qu'une brise subtile se leva autour de Mélisande, au parfum fleuri et acidulé. Les boucles de ses cheveux s'écartèrent de son visage, et quand elle leva les yeux sur le mur devant elle, son regard crut y discerner un mouvement fluide, lui faisant penser que quelque chose ondoyait derrière le lierre. Avait-elle rêvé de cette fulgurance, de ce passage furtif, comme si elle se sentit ridicule et effrayée quand les mots se formèrent ainsi dans son esprit, comme si la pierre respirait, soupirait, s'éveillant d'un long sommeil. Elle eut l'impression que le lierre avait frémi, non sous le joug de la brise, mais animé d'un mouvement intérieur, d'une vie secrète. Ses yeux étaient encore brouillés de larmes. En les chassant d'un geste de la main, elle se persuada que sa vue l'avait trahie. Cette pensée dura le temps d'un bouquet de secondes, jusqu'à ce qu'un nouveau souffle fit trembler les branches de la plante. Ses yeux, l'espace d'un instant, ne parvinrent pas à croire ce qu'ils voyaient. Le mur frissonnait bel et bien, tout à fait visible malgré l'obscurité naissante. La nuit n'était pas entièrement reine, quand, dans la lumière fauve du couchant, devant elle se déployait une silhouette humaine. Dans le tremblement végétal, elle émergeait, effilée, étendant les bras, écartant les branches. À genoux, tétanisée, Mélisande n'eut pas la présence d'esprit de crier. En un grincement de bois continu, la forme élancée s'approcha d'elle sans qu'elle tente le moindre geste, fascinée. Depuis quand se tenait-elle là? Elle n'aurait su le dire. Elle avait entendu parler de cet oubli du temps terrestre, proche au monde des fées, monde qu'elle frôlait peut-être en cet instant dénué de secondes. Tandis qu'elle le regardait s'avancer, son esprit comprit l'image d'un homme jeune, mais son âme vit une créature en qui coulait la sève d'une sagesse millénaire, telles deux images qui se chevauchaient dans le caprice des ombres du crépuscule. Un être dont la peau changeait, comme sous l'influence vespérale, à la fois grise et brune. Un regard noir où flottait un papillonnement émeraude, lui vrillait l'âme pour mieux la clouer au sol. Le cœur de Mélisande battait de plus en plus fort, jusqu'au seuil de la douleur, sous cet œil qui semblait y laisser une empreinte ardente. Elle vit l'un de ses bras se lever, noueux et vigoureux, et les doigts de cette chose effleurèrent son front comme pour une caresse. Leurs visages étaient tout près l'un de l'autre, et quand leurs bouches s'unirent, tout chavira autour d'eux. La terre se retourna sur elle-même, les arbres plongèrent dans le noir, et la lune tomba dans un fourré. Quand elle perdit connaissance, Mélisande garda l'écho d'un chapelet de mots ricochant dans le puits de sa mémoire, aux allures de promesses faites en rêve. Bientôt la fleur éclora. Merci beaucoup. On a beaucoup de nouveaux commentaires. Marine qui dit on t'écoute. Léa qui dit qu'il faut que tu rendes service à l'humanité, que tu es une conteuse, que tu es une voix qui berce tellement bien. Oh, ça c'est gentil. Merci, merci Léa. Audrey qui demande à quand l'audiobook. Ah bon? Carrément. Léa qui est d'accord. Merci les filles. Sarah qui dit que c'est chouette, que le texte complète ta voix, ça détend. Que Noir d'Absinthe va la ruiner. Bah, avec plaisir. On n'est pas là pour ruiner les gens, non. Philippe qui demande où est passé le book. Bonne question. Ça te va très bien d'ailleurs. Merci. Fabi qui s'est fait la même réflexion. Hélène qui dit que tu es une merveilleuse qui verra de pair avec les mots. Merci. Florence qui préfère sans, je pense qu'elle parle du book. Léa qui dit cette phrase. Bon, je ne sais pas de quelle phrase elle parle, mais il y en a beaucoup des phrases très belles. Je trouve que tu as une très jolie plume fluide et littéraire. Te lis-tu à voix haute? Sinon, as-tu un chat accessoire récurrent pour écrivain? Alors, quand j'étais en auto-édition avec ce roman-là, j'ai eu la chance immense d'avoir près de moi une amie traductrice et correctrice qui a eu la bonté d'âme immense de le corriger une première fois.
voilà, avant de passer chez Noir d'Absinthe, et qui a fait un travail formidable et que je salue au passage. Je ne sais pas si elle nous regarde, mais je te fais de gros bisous, Alice. Merci, merci. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je crois qu'elle demandait si tu te relisais à haute voix. Ah oui, par contre, oui, aussi. Je suis un peu perdue là. Mais oui, je me relis à haute voix, oui, ça m'arrive. Pas toujours, mais je trouve que la phonétique aide beaucoup, effectivement, à trouver s'il y a une musicalité dans les mots. Voilà. Et souvent, j'ai des phrases toutes faites dans ma tête qui glissent en fait toutes seules, et je regarde après si c'est pas trop tordu. Parce que c'est ça la question de la littérature, c'est que c'est à la fois écrit, oui. Évidemment, hein, ça, je n'apprends rien à personne, mais c'est aussi de la musique en même temps. C'est que le rythme, on le lit de deux façons différentes. On le lit à la fois avec les yeux et avec les oreilles quand on écrit. Donc c'est vrai que lire à voix haute, ça a une importance. Oui, tout à fait. On a déjà parlé avec Pierre Fratas, qui est aussi l'un des auteurs de la maison, conteur également. Salut Pierre. Et c'est particulièrement important de mélanger à la fois cette lecture visuelle, que ce soit joli, compris avec les yeux et compris avec les oreilles. Tout à fait. Et je pense que ça tient d'une longue tradition, et je pense que Pierre sera d'accord avec moi. Oral, donc le fait de raconter des histoires, c'est tellement ancien qu'on ne peut plus compter, mais c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Compter, oui, je pense on peut compter, c'est Owen. Tout à fait. Mais je pense que c'est quelque chose, oui, qu'on a en nous, et petit d'ailleurs, on a souvent cette façon de se poser en écoutant une histoire nous être racontée. D'ailleurs, je n'en ai pas fait l'impasse non plus. C'est très très agréable de se faire conter des histoires oralement. Voilà. Bon, Pierre, c'est un appel du pied là. Est-ce que tu as un ou des chats? Ah oui, 2. Gloomy et Calypso, qui sont mes gros bébés. Ça, je pense que ce n'est pas très surprenant. Tu as Philippe qui dit bravo, Florence qui dit que c'est très joli, Aurore que ça fait très conte et qu'elle adore, et Alice qui dit que l'espace de quelques instants nous a emmenés bien loin. Merci. Sarah qui s'enfuit. Au revoir Sarah. Fuis. Pourquoi tu t'enfuis? Reviens. Alors, oups. Il y a plein de gens qui disent au revoir à Sarah. Ah, au revoir Sarah. Marine qui demande une intervention Louise Pierre pour son anniversaire. On y réfléchira, c'est promis. On en discutera. Bah écoute, on pourra limite revoir ça avec la médiathèque. C'était très bien passé pour Pierre et Cécile, donc pourquoi pas. Hein, bah écoutez, tout à fait partante. Si vous cherchez une autre voie, il n'y a pas de problème. Alors, je crois que je suis arrivé au bout des commentaires. Et bon, on a beaucoup, ça fait un petit peu. On aime bien les commentaires. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup aimé ton livre, et on nous pose régulièrement la question en salon. C'est Amélie Nothomb qui l'a lu. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler de comment c'est fait, de ta rencontre avec Amélie? Alors là, déjà, si je dois parler de cet écrivain, pour moi, c'est l'équivalent d'un conte de fées. Ce qui s'est passé, je pense que tout le monde connaît déjà Amélie Nothomb, voilà, avec le look, tout à fait le look à chapeau qu'elle a, voilà. Et c'est quelqu'un d'extrêmement gentil avec qui j'ai pu correspondre depuis que j'ai 16 ans en fait, parce que j'ai découvert ses livres comme beaucoup de gens à l'adolescence, et je les ai tous dévorés très très vite, quoi. Je suis littéralement tombée amoureuse de son style et de son univers. Et en fait, j'ai commencé à lui écrire à l'époque du bac, parce qu'il fallait absolument, en fait, dans un sujet qu'on avait, écrire à un écrivain que l'on admirait. Et je lui ai écrit littéralement une lettre d'amour, en fait. Voilà. Et je ne savais pas qu'elle me répondrait. Elle l'a fait. Et nous avons continué à discuter comme ça pendant des années, en fait. Et quand Vers de Lierre est sorti, quand je l'ai auto-édité, elle passait en fait faire une dédicace sur elle. Et donc je me suis dit, bah, déjà, je comptais déjà aller la voir. Hein, et je me suis dit, je vais lui offrir mon livre. Voilà. Et ça me paraissait être un bel échange. Il se trouve que 2 jours après, j'ai reçu une lettre de sa part qui me disait qu'elle l'avait lu, qu'elle l'avait beaucoup, beaucoup aimé. Donc ces mots m'ont touchée au-delà du possible. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui me soutient depuis très longtemps et qui est extrêmement bienveillant, encourageant. Et voilà, j'ai beaucoup de chance. Je ne pensais pas du tout qu'on en parlerait dans ce contexte-là, mais oui,
C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Oui, qui est proche aussi de ses lectrices, hein, parce que c'est des auteurs qui sont aussi connus et qui prennent le temps de répondre à chaque personne. Elle a un contact humain très chaleureux, très facile, et elle s'intéresse vraiment aux gens. Et si vous aimez ces livres, je ne peux que vous conseiller, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller la voir, parce que c'est toujours un plaisir de la rencontrer, quoi. Voilà, moi je ressors avec une banane jusque-là. Je suis un peu la groupie, vous l'aurez compris, donc voilà. Donc, oui. Alors, je peux le tourner à nouveau comme. Alors, lors d'absenter ces nouvelles interventions, oui. Marine qui privatise les auteurs, exactement. Léa qui dit que c'est juste génial, Florence aussi. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est génial. Je pense qu'on parle de ta relation avec Amélie et puis d'Amélie. Amélie est géniale, oui, je tiens à le dire. Amélie est vraiment géniale. Sur tous les plans. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions. Moi, il ne me reste plus beaucoup. Donc, vous allez avoir la place, oui. N'hésitez pas. Je peux vous parler de mes chats si vous voulez. Je peux en parler pendant des heures. Et la Alice. Si Cyrielle était là. Mais oui, Cyrielle, mais oui, mais elle ne pouvait pas ce soir. Non, malheureusement. Elle a été prise. Pensez pour Cyrielle et pour son chat, parce que quand elle a fait l'événement Facebook Live, parce que c'est le deuxième événement Facebook Live, en fait, elle était avec son chat pendant tout le long. Mais c'est bien, je devrais. Les tiens d'ailleurs. Non, bah les miens, ils font la sieste. Ils se laissent bercer, quoi, mais dans leur siège. Hein, ils n'ont aucune intention de nous aider. Ils ont ce côté snob, hein, éducale parisienne. Voilà, la paresse tout court, d'ailleurs. Mais... ah, là là. Alors, si on revient sur l'accueil de Vers de Lierre, bah, déjà que ce soit à Amélie, que ce soit quand tu étais autorité, ou maintenant aussi, on a beaucoup de retours. Les retours sont c'est même pas majoritairement, c'est qu'on a que des retours qui sont positifs. Les gens aiment beaucoup ton livre. J'ai de la chance. Et toutes ces personnes, toutes ces lectrices et ces lecteurs qui ont aimé ton livre, je pense qu'il y en a qui nous suivent dans les 19 qui sont là actuellement. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Alors, à ceux qui l'ont lu et qui m'ont envoyé des messages, leurs retours, leurs avis, leurs impressions, je suis tellement heureuse, en fait. Je pense que je manque de tellement. Ça fait beaucoup d'adverbes pour notre ici. Ça fait tellement. Et vraiment, ça me comble de joie à chaque fois que je reçois vos avis, hein, quels qu'ils soient. Et effectivement, pour l'instant, je n'ai que des avis positifs. J'espère que ça continuera. J'espère que cette histoire en touchera aussi beaucoup. Et voilà, je peux que vous dire merci pour tout votre soutien, à mes premiers aussi lecteurs, parce que ça, je tiens aussi à les mentionner, Alix, Céline, Laurent, voilà, je ne sais pas s'ils nous regardent, mais je leur fais de gros bisous, et merci du fond du cœur pour votre soutien et vos avis très très positifs. Voilà, ça m'aide beaucoup en tout cas. Alors, un petit commentaire. Hop. Lilou la plus chiante du monde. Oui, effectivement. Là, c'est rien. Elle dort avec les invités et elle en bouffe les pieds, c'est plutôt cool. Ça, c'est le chat de Cyrielle. Je m'en doute, oui. Non, ça va, moi, elle m'a pas bouffé les pieds. Mais... ça va, tu as gardé tes pieds, tout va bien. Mais ça m'a prévenu. Oh, bah, si Lilou commence à venir à pchiter un peu dans la nuit, tu la pousses parce qu'elle va te griffer le visage. Et bien, dis donc. C'est des bandits. C'est fait avec amour, hein. C'est juste que c'est le langage félin, ça. Oui, c'est ça, c'est griffes, mais bon. Absolument. Est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui ne t'ont pas encore lu, qui sont encore bien trop nombreux, malheureusement? N'ayez pas peur, tout va bien, ça vous fera pas mal. Non, plus sérieusement. Ah oui, t'es bien encourageante. Oui, ça fera pas mal, pas du tout. Seulement au début. C'est pour une petite piqûre de rien du tout, vous ne sentirez rien. Non, plus sérieusement, vraiment, voilà. Si vous aimez la nature, si vous aimez les atmosphères gothiques, voilà, mystérieuses, brumeuses, les histoires d'antan, si vous aimez les châteaux hantés, si vous aimez les personnages un peu étranges, mal aimés, mais complètement attachants. Et voilà, je ne peux que vous conseiller de commencer Vers de Lierre. Et vous me direz ce que vous en penserez. N'hésitez pas, je suis là. Voilà. Alors, hop. Alors, je ne sais pas si je vois plus les nouveaux commentaires.
J'espère que tu seras aux Aventurias, le Louis, te dit Léa. Eh ben, c'est pas tout à fait sûr parce qu'on a peut-être une autre intervention le jour même, qui serait intéressante aussi. Espérons-le, oui, parce qu'on aura peut-être un événement en fait sur Rennes qui tournera autour des sorcières, justement. Donc c'est pile dans la thématique du roman. Et on croise les doigts. Voilà. Soit l'un, soit l'autre. Dans tous les cas, je serais ravie d'être aux Aventuriales aussi. Bon, de toute façon, le 29 septembre sera intéressant pour toi. Voilà. Donc, dans tous les cas, j'espère aussi pouvoir vous rencontrer en chair en os pour ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer. Voilà. Et parce que tu bouges déjà pas mal, on va on a 2 dédicaces à Cultura ensemble en avril. Oui. Donc à Rennes le 27 avril. Et le 20 à Saint-Nazaire. C'était le 20 à Saint-Nazaire, à Trignac. Voilà. Puis après, on enchaîne sur Toulouse. Voilà, absolument, on descend. Nico, si tu nous regardes, je viens. Donc, Toulouse, on sera... La première descente, la première fois que l'on aura sera dans le sud-ouest. Oui, oui. Il faut dire, le sud-ouest, c'est un peu compliqué pour les salons, il n'y en a pas tant que ça. Mais on est content de pouvoir le faire. Mais en tout cas, donc on se déplace quand on y a un. Absolument. En plus, l'accueil a l'air très chouette. Oui. Et puis après, ce sera les Imaginales à Épinal, donc le gros salon de l'imaginaire en France. Et oui, on sera là-bas. We are back. Voilà. Alors, il y a Audrey qui dit qu'elle a un message. Allez lire ce livre immédiatement. C'est écrit en majuscule. Donc on a Eileen qui dit je plus Eileen ou Estine, je ne sais pas comment ça se prononce. Ne m'en veux pas d'avoir accroché. C'est un très joli prénom. Je plus sois tellement. Et voilà. Donc nous on arrive au terme de l'interview. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, vous pouvez toujours les mettre aussi dans les commentaires de la vidéo. Hein. Elle sera bavardue, elle va être repostée automatiquement sur la page Facebook de Noir d'Absinthe. Donc, n'hésitez pas, je continuerai à vous répondre. Toi aussi, je pense. Oui, c'est surtout toi là pour le. Là, moi, je délègue. Voilà. Donc Audrey qui dit vivement les Imaginales. Ouais, ça va être très chouette. Il va y avoir une bonne partie de la maison qui sera là. Sur le pont. On peut pas louper les Imaginales. Non. Clairement pas. Puis mais après, je ne sais même plus ce qu'on a en juin. On en a plusieurs. On va en avoir beaucoup, parce qu'en juin, il va en avoir 2. En juillet, il y en a encore. Puis après, en septembre, octobre, novembre, ça ne va pas arrêter. Oui, effectivement. Donc, ça va continuer. Je crois même qu'il y en a en août. Enfin, ça va déborder. Jusqu'à la rentrée. Alors, Alors, merci en tout cas pour ce qui semble être une petite pépite, je te dis Léa. Maria qui dit à devant rencontrer aux Imaginales. De même, avec grand plaisir, Maria. Et n'hésite franchement plus à Léa. Merci. Je vois que j'ai un ami qui vient de se connecter, mais c'est terminé, Marie. Je suis désolée. Tu pourras regarder la vidéo. Ce sera du playback. Tout à fait. Sinon, on recommence tout depuis le début. Allez, hop. Ah bah, c'est toi qui le dis, mais ça ne regarde que toi. Mais non. Bon, merci beaucoup de nous avoir regardés. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée. Et on vous dit à très bientôt sur les nombreux salons. On va faire la tournée des petits ducs pour l'instant. Et puis, en attendant que Drucker invite Louise Aubars sur son canapé rouge. En passant, non. Je vous en prie, passez avant moi. Je vous embrasse tous très fort et j'espère vous revoir en physique, en vrai, une prochaine. Voilà, qui que vous soyez. On a un dernier commentaire et puis on raccroche. Bonne soirée. Mais bonne soirée à toi aussi, Léa. Bonne soirée, Léa, et bonne soirée à tous. Au revoir. Il y a ton chat qui fait. C'est une